on va parler les gars d'un projet qui est sorti il y a quelques temps qui est Starknet. Je sais pas si vous avez vu tout ce qui s'est passé avec Starknet. Donc Starknet qui était un projet de Layer 2 sur Ethereum, l'un des projets les plus ambitieux je pense autour de ça. En fait l'une des grosses particularités de Starknet c'est qu'il y a énormément de développeurs. En fait ils ont en interne une politique qui est vraiment hyper agressive là-dessus. T'es un développeur blockchain, t'es motivé, tu veux venir, ok tu viens, il y a une place, vas-y viens. Genre il y a vraiment cette ouverture absolument énorme autour des développeurs sur Starknet, et donc c'est vraiment un projet qui est connu pour ça, donc il va y avoir énormément d'initiatives, mais derrière il peut y avoir quelques petites dérives. Donc Starknet qui s'est lancé, qui a lancé son jeton avec un airdrop qui n'a pas forcément plu à tout le monde, on va en reparler et on va pouvoir un peu digresser sur l'airdrop en général. Le jeton qui a été listé autour des $2, qui a fait une grande période comme ça, en montant je crois ouais, du coup 3,5 $ et qui s'est un petit peu écroulé comme ça. Si on regarde Aptos, même charte, hein. C'est toujours la même chose avec les projets airdrop. Airdrop, il y a toujours tac, pump. Donc là, listing, donc beaucoup de spéculation au listing. Airdrop, donc les gens qui ont eu des airdrop vendent leurs jetons. D'accord, donc cette période-là. En plus, ensuite pump, et ensuite cette grande période de baisse, elle est souvent due aux libérations qui arrivent parce que du coup, c'est des projets qui lèvent énormément de fonds, comme c'était le cas pour Starknet. Ça, c'est vraiment la charte classique airdrop, beaucoup de hype, vesting. C'est-à-dire listing, énormément de volume. Période de airdrop, en général, c'est 2-3 mois. Celestia, c'est pareil, PIF, c'était pareil. Pump, et là, grande période de correction. Si on prend Celestia, exactement la même chose. Donc après, est-ce que pour Starknet ça se passera pareil? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des schémas qui sont quand même assez connus. Hein. Donc Starknet qui a annoncé qu'ils allaient mettre 700 millions de jetons en airdrop avec plus de 1,3 million de portefeuilles éligibles. J'ai pas exactement vu comment on faisait ça, mais voilà la répartition globalement de ce fameux airdrop. Vous voyez qu'on a 51% pour les utilisateurs, et après on a tout ce qui va tourner globalement autour des développeurs. Il y a les stakers d'Ethereum, etc. Mais les développeurs se sont mis très bien. C'est une blockchain de développeurs, donc les développeurs se rincent correctement avec ce type de projet. Et là où il y avait eu vraiment une grosse problématique par rapport à Starknet, globalement en fait, pourquoi il y avait eu un aussi gros scandale, c'est qu'en fait, en général, quand il y a un airdrop qui va être annoncé, c'est les gens qui utilisent au maximum le réseau qui sont récompensés. C'est-à-dire que si jamais tu fais des transactions, si tu as des jetons, si tu fais des swaps, etc., ok, tu vas pouvoir être récompensé. Vous voyez qu'ici, du coup, il y avait eu ce gros airdrop qui a été annoncé, donc en général, avant un airdrop, il y a toujours énormément de volume et de liquidité parce que les gens spam, il y a des gens qui ont vraiment des grosses stratégies airdrop, et il y a eu cette grande hype autour du airdrop, et vous voyez que les conditions sont sorties. Et donc les conditions disent qu'il faut être actif depuis 3 mois, avoir fait des transitions de plus de 100 $ de volume, et c'est là où il y a eu un gros problème, c'est d'avoir 0,005 Ether ou plus sur son compte. Et donc il y a eu des gens qui ont fait énormément des milliers de dollars de volume de transactions, qui ont fait des bridges, qui ont fait des swaps, qui ont tout fait du coup pour être éligible, qui n'avaient pas ça, et qui se sont retrouvés en mode bah on n'a rien, on n'a pas de jetons, on a fait tout ça pour rien. Starknet s'est quand même fait déchirer sur Twitter à cause de ça, il y a même des gens qui ont appelé à boycotter Starknet, et ça pose une question quand même. Ça pose cette question du airdrop, qui est un débat quand même assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut très bien dire, il y a l'argument classique qui est ouais mais le airdrop c'est l'argent gratuit, donc en fait tu n'as rien à dire, au pire t'en as pas, tu devais pas en avoir, t'en as, c'est de l'argent gratuit, tu peux pas te plaindre. Mais ça je suis pas hyper d'accord non plus, dans le sens où c'est pas de l'argent gratuit, c'est de l'argent contre le temps investi et surtout contre la visibilité que tu vas donner. En général, pour être éligible à airdrop, il faut utiliser le réseau ou alors il faut faire des tâches comme par exemple faire des retweets, mettre le projet en avant, amener des potes sur le Discord, etc. C'est ça qui va créer un engouement communautaire et c'est ça qui va faire qu'il va y avoir beaucoup plus de transactions, etc. qui vont se faire sur le réseau et que le réseau va se faire connaître. Et le problème de ça, c'est que des fois, il y a des projets qui abusent, qui savent qu'il y a une énorme hype autour de leur projet, de leur airdrop et qui disent ok, faites tout ça, faites passer 4 heures à faire des transactions, bridge des tokens, etc. Vous aurez un airdrop promis. Et après, on leur donne un airdrop de 10 $, alors que littéralement tout le monde a fait 1 milliard de RT, mis en avant le projet dans les commentaires, etc. On en voit partout à utiliser la blockchain d'avant, enfin la blockchain en testnet, etc. Et se retrouve avec genre 10 $ de airdrop, et on arrive avec l'argument, ouais, mais c'est de l'argent gratuit de toute façon. Mais non, c'est faux, c'est faux. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les airdrops, c'est que non, c'est pas de l'argent gratuit. C'est pas de l'argent gratuit, c'est des tokens qui sont donnés en échange d'une activité qui permet énormément de choses au réseau. Ça permet quoi? Imaginez que vous êtes un projet, que vous dites ok, on va faire un airdrop, il faut être actif sur le testnet. Donc tu vas être hyper actif sur le testnet, tout le monde va être actif, et le projet, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir dire aux investisseurs privés, ou même à la communauté, ou à qui ils veulent, regardez, notre testnet, il a été hyper utilisé, nous on a plein d'utilisateurs, on a 100 000 utilisateurs réguliers sur notre testnet, les gens attendent notre projet, est-ce que vous voulez nous donner 50 millions pour lever? Et donc la valeur ajoutée est absolument énorme, et derrière on va donner genre 10 $ de token. Et le airdrop, je vois un peu ça quand même comme une sorte de liquidity mining déguisé, dans l'idée où on va essayer d'amener de la liquidité, et on va farmer
un petit peu de l'engagement contre parfois pas grand chose. Alors parfois les airdrops sont très bons, mais attention à cette dérive parce que je pense que c'est parfois un petit peu se foutre de la gueule de la communauté et le fait de faire un mauvais airdrop peut détruire la réputation d'un projet et c'est pas la première fois que ça arrive. Mais je suis assez mitigé par rapport au airdrop. Déjà, ça paraît quand même assez irréel. Comment tu veux te détacher de cette image spéculative quand tu dis ok, moi j'ai reçu 1000$ juste parce que je jouais à Sorare. Genre littéralement pour Starknet, si jamais vous jouiez à Sorare et que vous avez échangé des cartes, moi j'ai reçu un mail, alors j'ai pas du tout fait l'airdrop, vous êtes éligible à l'airdrop et genre je l'ai pas encore fait, mais je peux aller récupérer mes tokens et tout. Juste parce que j'ai échangé des cartes sur Sorare, je vais gagner 500$. Ça n'a aucun sens. Et donc c'est toujours un peu en dents de scie ces systèmes d'airdrop, mais en même temps, bah derrière si t'es un projet, ça se comprend, tu vois. C'est là qui est intéressant, c'est qu'il faut regarder aussi les intérêts de toutes les parties prenantes. C'est que derrière tu lances un projet, comment tu attires les gens? Bah tu leur dis regardez, je vous donne des tokens gratuitement, comme ça distribue un peu ma supply et vous me faites des RT en échange. Donc si j'étais un projet, peut-être que je ferais ça. C'est pour ça que c'est toujours en dents de scie. Mais je pense que c'est pas l'argument de dire c'est de l'argent gratuit donc fermez vos gueules. Je l'accepte vraiment pas et je le trouve extrêmement hypocrite dans l'histoire. À quoi va servir le jeton STRK? Le jeton Starknet est le mécanisme qui permet de payer des frais pour permettre le fonctionnement du réseau. Ok, classique, les frais de transaction sont payés, rien de spécial. De maintenir et de sécuriser le réseau en promettant le jalonnement, donc ça c'est la version Google Traduction du staking, pour un consensus et décider des valeurs et des objectifs technologiques de Starknet en votant pour les propositions de gouvernance. Donc on est sur du cas d'usage extrêmement classique qui sont les frais de transaction, le staking, la gouvernance. C'est un peu le trio habituel hyper classique qui est efficace, en vrai, qui est efficace, il n'y a pas forcément besoin de plus. Approvisionnement et distribution. 10 milliards de jetons Starknet ont été initialement créés par Starkware en mai 2022 et émis le 30 novembre 2022. Ok, voilà comment ils ont été distribués. 20% pour les premiers contributeurs, donc la team, les premiers contributeurs, ok. Ils sont soumis à un calendrier de blocage qu'on va voir juste après. 18% pour les investisseurs, donc on est à 38% pour les insiders actuellement. Les investisseurs, c'est token alloué aux investisseurs Starkware, donc c'est les insiders. 10% ça doit être la fondation. 12% subventions incluant les partenaires de développement. Ça c'est toujours intéressant d'avoir une grande partie de grant. 12% ça me paraît pas délirant. Alloué pour des subventions pour la recherche et les travaux effectués pour développer, tester, déployer et maintenir. C'est toujours le nerf de la guerre, les grants, je trouve. C'est que du coup, si tu as une partie qui est réservée pour ça, tu vas pouvoir inciter les développeurs à venir utiliser, tester, innover, etc. Et là, justement, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder comment ces subventions sont allouées. En général, déjà, c'est très souvent assez shady, la façon dont les grants sont alloués, les subventions sont allouées. Je dis pas que c'est le cas pour Starknet parce que je ne sais pas. Le processus de candidature et d'allocation lié aux subventions sera décrit dans un article à une date ultérieure, voilà. Donc, à voir comment c'est mis en place. Est-ce que c'est la communauté via la gouvernance qui vote ou est-ce que c'est assez centralisé ou c'est juste la fondation qui décide des tokens qu'ils allouent? Et j'espère en tout cas que c'est assez décentralisé. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est que les grants et les subventions et les grants, c'est pareil. Les subventions, c'est très bien, mais par contre, c'est vraiment très important de savoir comment ils sont alloués, par quelle wallet, etc. Disposition communautaire, donc ça doit être le airdrop, à ceux qui ont contribué à Starknet et alimenter et développer sa technologie sous-jacente, ok. Remise communautaire, aux remises sur les jetons Starknet pour couvrir parfaitement les coûts d'intégration à Starknet. Réserve stratégique de la fondation, donc voilà, ça c'est la fondation, 10%, c'était sûr. Trésorerie de la fondation. Ok, donc quelle est la différence entre les réserves stratégiques et la trésorerie? Jetons alloués à la trésorerie de la fondation disponible pour les opérations et autres initiatives futures de la fondation Starknet. Et ça, c'est jetons alloués à la fondation pour financer des activités écosystémiques alignées sur la mission de la fondation. C'est un peu flou, en vrai, c'est un peu flou, c'est toujours pareil, c'est que je comprends pas comment on peut faire la répartition de littéralement son système économique en vraiment 2 lignes. Comment on dit que genre littéralement 10% de la réserve c'est 2 lignes. Donc après il y a les missions de la fondation, etc. Mais tu vois, ça on n'a pas énormément d'explications. C'est quoi les opérations et les autres initiatives futures de la fondation Starknet? On ne sait pas. Et est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ces 10% et ces 8%? C'est un peu bizarre. Et 2% de dons, ok, réservés aux dons à des institutions et organisations telles que universités, ONG, comme décidé par la fondation Starknet. Alors, beaucoup de choses à dire. Déjà, je suis pas allé dans le détail, donc peut-être qu'il y a des choses que je dis qui sont partiellement fausses, voire totalement fausses, je ne sais pas. Il y a des choses qui me gênent entre guillemets. C'est qu'on n'explique pas déjà comment les jetons sont alloués pour tout ce qui va être subvention, donc les grants. Comment est-ce qu'on alloue? Comment est-ce qu'on décide que tel développeur ou pas doit avoir des jetons? Ça, on n'a pas l'information et c'est un problème. Quelle est la différence entre ces 10% et ces 8%? Parce que là, il y a quand même la fondation qui contrôle littéralement 20%. Est-ce qu'on a l'information sur les wallets de ces 2% de dons? Parce que c'est très bien, hein, l'idée est cool. Mais par contre, si on n'a pas l'information sur les wallets, c'est littéralement, j'abuse, hein, attention, je ne dis pas que c'est le cas, encore une fois. Mais c'est littéralement une porte ouverte à la fondation qui se fait des restos 5 étoiles. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas et je ne sais pas s'il y a d'informations. Mais c'est les éléments à garder et à prendre
prendre en tête. Et la dernière chose qui est quand même assez problématique, c'est qu'on a du coup donc 20%, 18%, 38%, plus globalement 20% pour si on prend la fondation, ça fait 58% qui sont réservés à des insiders. Ça fait beaucoup. En général, le fait d'avoir des jetons aux insiders, ça permet de lever des fonds, ça permet d'avoir des allocations, etc. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu le contre-coup du fait qu'on a une blockchain de développeurs, parce qu'on a une blockchain de développeurs, ok, très cool, mais du coup, bah, il faut bien les payer ces gens, et il faut voir comment c'est alloué. Donc ok, beaucoup aux insiders. Est-ce qu'on a des informations sur la transparence ou est-ce qu'on en aura? Ça serait bien, et on fera attention. Et on va regarder le vesting schedule. Pour ça, on va aller sur Token Unlock pour regarder le vesting schedule. Alors, le vesting schedule. Donc actuellement, il y a 900 millions de jetons Starknet qui sont disponibles. Et vous voyez que déjà, on va avoir une grosse libération à partir de, voilà, le 15 avril. On va avoir une énorme libération de jetons qui va arriver. Donc actuellement, dites-vous qu'il y a 900 millions de jetons qui sont en circulation. Et le 15 avril, on aura 1,3 million. Donc on aura 400 millions, donc 40% de la supply qui sera libérée. À voir comment ça va se comporter. Et ensuite, on a une ascension assez énorme. C'est-à-dire que si on regarde par exemple sur un an, 900 millions, 26 février, si on regarde le 26 février 2025, 2,7 millions. Donc on fait x3 la supply. Pour la première année, c'est pas non plus aberrant. Bitcoin a fait x je sais pas combien, mais c'est différent, très différent. Donc ça veut pas dire forcément que le jeton va perdre de la valeur, sachant qu'on est en bull run, etc. Ce qu'on peut aussi aller regarder, c'est si on va faire un petit tour sur Dropstab et on regarde à quel prix ont acheté les... Si vous allez là, fundraising, et là on a des informations sur les levées de fonds. Donc vous voyez que Starknet a levé, donc globalement 280 millions, si j'ai bien compté. Est-ce qu'on a les prix? Et on n'a pas d'informations sur les prix pour l'instant. Donc gardez bien en tête qu'on est sur un projet qui a levé 280 millions. Hein. Donc à un moment, ces gens vont devoir se payer un jour ou l'autre, et il va falloir faire très attention à ça. C'est le contre-coup de ça. Je vois dans le chat, ils ont changé le token release. Ok, donc je viens de faire une explication pour rien là. Alors, après avoir écouté, je l'ai pas lu ce truc, je savais même pas. Après avoir écouté le feedback de la communauté et des collaborateurs, on a changé le vesting schedule des early contributeurs et des investisseurs. Mais bon, en soi, ils ont fait une erreur, ils sont en train de la corriger, donc c'est quand même signe d'une flexibilité assez intéressante, sachant qu'en plus, les gars, ce qu'il faut vraiment comprendre avant d'aller plus loin, c'est qu'il y a des investisseurs privés, le fait de modifier le vesting schedule, ils ont dû galérer à faire ça. C'est pas genre juste ils sont les 4 fondateurs et ils disent ok on modifie. C'est qu'il y a tellement de galères avec les investisseurs privés que c'est assez intéressant quand même qu'ils aient fait ça. La libération graduelle va continuer à un rythme de 0,60% tous les mois jusqu'à mars 2015 et changera à 1,7%. Le nouveau plan, 580 millions seront débloqués à la fin. Ok, donc ils vont libérer 580 millions de jetons en fin 2024 pour les investisseurs privés, alors qu'à la base ils devaient libérer 2 milliards de jetons. Ok, et ben écoutez, j'avais pas la faute déjà. Je pense qu'ils ont voulu un petit peu abuser de la situation, de la hype autour de leur projet, et qu'ils se sont dit ça va passer, c'est pas du tout passé, ils se sont fait détruire. C'est là qu'on voit aussi que aucun projet n'est immunisé contre le marché, et c'est une excellente chose, ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette information là, parce que ça veut dire que la communauté a réagi par rapport à ça. Et je pense que ça, tu fais ça en 2021, ça passe 100%. Là, la communauté a dit, les gars, qu'est-ce que vous faites? C'est absolument pas possible. Ça change tout, en vrai, ça change beaucoup de choses. Ça montre quand même une grosse flexibilité, ça montre la puissance de Twitter, je vois dans les commentaires, et ça fait vraiment plaisir. Pourquoi? Parce que Starknet, c'est quand même très suivi en France, et je vais pas dire que les gens regardent les tokenomics grâce à moi, hein. Pas du tout, hein. Je suis pas mégalo à ce point, mais je pense avoir été parmi les premiers à sensibiliser les gens à ce sujet depuis un moment, et il y a eu une sorte d'effet boule de neige qui s'est construit, et les gens sont peut-être beaucoup plus attentifs par rapport à ce qui se passe, ou au moins beaucoup plus alertes, et ils ne laissent pas passer ce genre d'énormes dingueries, et c'est vraiment une très bonne chose. Donc il va falloir voir globalement pour Starknet, ok, comment est-ce qu'ils évoluent par rapport à ça? Est-ce que les documents qu'ils annoncent qui vont sortir dans quelques temps sortent vraiment? Parce qu'on l'a vu dans les tokenomics. Comment la fondation va gérer les tokens qu'ils ont à leur disposition? Qu'est-ce que c'est que ces fameux dons? Il y a 2% de dons, ok, très bien, mais du coup, à quoi ça sert? Donc il va falloir voir. Mais globalement, ça reste un écosystème et un projet qui est très intéressant, les gars. Le logo, je le trouve assez dégueu, mais globalement, ça reste un excellent projet.